Bonjour à tous. Je voudrais d'abord souligner que cette présentation est faite à 4 mains avec Patricia Bustamante de l'Embrapa qui est ici et que je n'ai la parole uniquement pour des raisons de français plus quotidien. Donc, la question centrale de cet exposé est celle des rapports actuels, mais surtout celle des rapports possibles ou impossibles entre deux systèmes de conservation d'une diversité biologique, non plus perturbée par l'action humaine, mais construite par celle-ci, produite par celle-ci. Donc d'un côté, on a des populations locales qui produisent, qui gèrent, qui s'appuient sur une innovation continue et transmettent une immense diversité de plantes cultivées, espèces ou variétés. De l'autre, un système de conservation national qui a été construit à la suite de la conférence de Stockholm de 1972, qui appelait alors les pays à renforcer les activités nationales de conservation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et pour l'agriculture. Et j'aborderai cette opposition à partir de l'exemple du manioc en Amazonie et tel qu'il est conservé au Senargène, à l'Embrapa, à Brasilia, soit dans les institutions nationales. Donc s'il est une plante cultivée qui puisse être considérée comme emblématique du Brésil, c'est bien le manioc qui est la base de l'alimentation de la majeure partie de ces populations autochtones, de ses colonisateurs, et encore aujourd'hui, qui est la 6e culture du Brésil, après le soja, la canne à sucre, le maïs, l'orange, les orangers et le riz. Elle représente environ 10% de la valeur et de la superficie cultivée de ce qui est consacré au soja et à la canne à sucre. Le rôle stratégique des tubercules de manioc dans l'alimentation des populations amérindiennes a très rapidement attiré l'attention des voyageurs des XVIe et XVIIe siècles. Mais ils se sont également attachés à décrire et à nommer ces maniocs. Et on retrouve là, dans leur chronique, plusieurs éléments qui feront la richesse qu'on observe encore aujourd'hui dans les pratiques des populations traditionnelles. Tout d'abord, la différence entre le nom, tupi en l'occurrence, du tubercule, manioc, mandioca, et celui de la tige, manive. Et en effet, on met là l'accent sur la partie qui se consomme et celle qui permet la reproduction de la plante, comme vous pouvez le voir ici. Ici, d'ailleurs, on ne voit que la tige. Le bouturage des maniocs, un morceau de tige fiché en terre, est aussi un motif d'étonnement de la fertilité de la terre et de la puissance régénératrice de ce morceau de bois. La toxicité de certaines variétés de manioc est relevée. Ils sont susceptibles d'empoisonner mortellement gens et bêtes s'ils sont confondus avec des maniocs doux, eux non toxiques, alors qu'aux yeux des Européens, les différences entre ces deux groupes de plantes sont indiscernables. Autre motif à la fois d'étonnement, d'admiration et d'intérêt, c'est la diversité des préparations qui est issue de cette plante. Les maniocs doux sont consommés cuits, bouillis ou grillés. Les maniocs amers font l'objet d'un complexe processus de détoxication qui mène à la préparation de divers types de farines, qui sont en fait des semoules torréfiées. Montaigne en a même goûté de cette farine à Rouen et l'a qualifiée de douceâtre et de fade. Il a semblé plus attiré par les qualités du cachiri que par les qualités de la farine. On a aussi des galettes de fécule, des bières de manioc et d'autres dérivés. Le troisième élément est la diversité de ce qui est appelé les castas des maniocs, ce qu'on appellerait aujourd'hui la diversité variétale. Gabriel Soares de Souza, vers 1585, pose un œil averti d'agriculteur sur cette plante. Il décrit l'apparence des variétés, il s'étend sur la transformation des maniocs. Mais la plus riche description des variétés est quand même celle de Markgrave, donc dans le nord-est aussi, qui est le naturaliste du comte de Nassau, gouverneur de la colonie hollandaise du Brésil, vers 1644, qui mentionne 9 variétés de manioc amer et 15 variétés de manioc doux. En Amazonie, c'est tout à fait intéressant, entre Belém, San Luis et probablement jusqu'au Tocantins et à l'Araguaia, c'est Frei Cristóvão de Lisboa qui, vers 1624, énumère quelques variétés amazoniennes. Il y en a peu, mais elles sont extrêmement intéressantes. Il y en a 3, Ata, Ati et Juruco, qui sont bonnes pour faire de la farine et du caliment, une variété particulière. Une autre pour être mangée crue ou cuite. Et il fait état, dans un autre paragraphe, on voit bien la différence entre les deux paragraphes, il fait état dans un autre paragraphe d'un autre type de manioc, une autre de ces castas, qui s'appelle le manioc d'eau, qui ne sert pas à faire de la farine, qui est cependant identique aux autres, et dont on fait une eau cuite,
fort apprécié par les nègres, en l'occurrence tout à fait probablement les Indiens. Et nous verrons par la suite que ce manioc d'eau, Mandioca diago, peut recouvrir près de 400 ans plus tard. J'en parlerai tout à l'heure. Donc dès le XVIIe siècle, l'accent est mis sur la richesse et la complexité des savoirs amérindiens associés à la reconnaissance des variétés, aux pratiques de culture, à l'alchimie que représente l'élimination de l'acide cyanhydrique contenu dans les tubercules et les autres parties de la plante, ainsi que sur la préparation de multiples aliments. Alors, qu'est-ce que ce manioc? Ce manioc est une euphorbiacée, Maniote esculenta, sous-espèce esculenta, qui est probablement originaire du sud-ouest de l'Amazonie, dans cette petite ellipse-là, aux confins des États de Roraima, de l'Acre, Bolivie, Pérou, dans cette région, qui est à la limite de zones de savane et de zones forestières. Les analyses génétiques publiées en 2009 par Léonard renforcent l'hypothèse d'un unique foyer de domestication. Les vestiges les plus anciens, eux, sont trouvés sur la côte péruvienne aux environs de entre 8000 et 6000 ans. Ce qu'il apparaît clairement, c'est autour de 4000 ans, le manioc était une culture répandue dans tout le bassin amazonien. Et aujourd'hui, il est représenté par une très haute diversité variétale. Nous voyons sur cette carte la distribution des maniocs doux et des maniocs amers. Les maniocs doux, indiqués en vert, ont une répartition péri-amazonienne, le long dans la partie qui longe les Andes, alors que les maniocs amers ont une répartition beaucoup plus centrale, en Amazonie centrale, avec l'intrusion, si je puis dire, de quelques variétés de maniocs doux qui sont représentées par ces petits histogrammes verts. Ce qu'il apparaît nettement, mais qu'il y a aussi un effet de loupe dû à la densité des recherches, c'est l'immense diversité variétale qui est attachée à la région du Rio Negro indiquée dans ce cercle. Et c'est à cette région du Haut et du Moyen Rio Negro que je vais m'attacher maintenant. Le manioc, on y observe donc une prééminence quasi absolue des variétés amères. Le manioc occupe la majeure partie de l'espace cultivé, fournit l'essentiel de l'alimentation, mais surtout, il est au centre de l'intérêt et de l'attention constante des agricultrices. 106 variétés de manioc amer et seulement 4 de doux, ainsi que 329 autres espèces cultivées, espèces ou variétés, ont été relevées auprès de 28 agricultrices dans la région du Moyen Rio Negro. Chacune d'entre elles cultive de 6 à une vingtaine de variétés, donc un immense panel de variétés, aussi bien à l'échelle régionale qu'à l'échelle individuelle. Le savoir d'expert des femmes concerne toutes les plantes, mais principalement ces maniocs, leur reconnaissance, leur dénomination, leurs préférences écologiques, leur cycle, leur facilité de transformation et leur qualité organoleptique. De telles connaissances s'appliquent non à des objets manioc, mais à des sujets manioc, dotés d'une organisation sociale qui communique entre eux et avec la dona da roça. Cette dona da roça est le maître, la maîtresse en termes d'autorité, mais aussi d'expertise sur l'espace cultivé, ou sur cet espace productif. C'est sur le bien-être de ce collectif de manioc, de variétés, que cette dona veille en observant un ensemble de règles de traitement des manives, soit des boutures, ne pas les brûler, ne pas les laisser perdre, s'assurer de la présence de plantes de campagne, etc., et ainsi que d'une diversité de variétés. La composition diverse de la bâtie a aussi une valeur esthétique, avec des feuillages... Non. Excusez-moi. Ça s'appelle... Bon, il y a une petite inversion. La composition diverse de la bâtie a aussi une valeur esthétique, avec des feuillages et des tiges aux tonalités diverses, et aussi une valeur sociale d'un espace partagé entre plantes et gens, caractère esthétique qui se retrouve dans les instruments de transformation du manioc, couleuvre et tamis, une analyse que Lucia van Veltem serait beaucoup plus à même de commenter que moi. Parmi les plantes cultivées, il faut bien noter que les maniocs ont un statut totalement à part. Toutes les plantes à tubercules, et c'est très intéressant, que ce soit les patates douces, les ignames, différentes aracées, ainsi que les maniocs doux, les macaxeras, constituent la catégorie des frutas, des fruits en quelque sorte, alors que les maniocs amers forment à eux seuls la catégorie des manivas. L'identité morphologique des doux et des amers ne suffit donc pas à les réunir en un même ensemble, et cette catégorisation renvoie à des histoires différentes, l'une constitutive de celle des groupes amérindiens de la région,
l'autre plus récente, d'introduction par des missionnaires ou des commerçants. Le nom, ici les variétés relevées auprès de 9 agricultrices, les noms est un attribut intrinsèque des manivas. Il reflète une identité, une histoire, une filiation. Les noms des variétés considérées comme locales sont ceux qui apparaissent en noir, sont ceux de plantes, de palmiers ou d'autres plantes cultivées. Ce sont aussi des noms d'animaux, de poissons, d'oiseaux, de mammifères, soit d'un ensemble biologiquement divers. Les variétés introduites, ou celles dont on a pu perdre le nom, sont nommées en référence à leur origine, ici en bleu, origine d'une personne, origine géographique, ou encore parfois d'une caractéristique morphologique qui apparaissent en rouge. Mais l'importance de ce nom, qui est un élément, un attribut qui fait partie totalement de l'identité du manioc, est révélée a contrario par l'existence de quelques variétés qui sont dites sans nom ou sans père, dont l'histoire est particulière. Il faut voir que le manioc, qui est reproduit essentiellement par voie végétative et donc sous une forme clonale, chaque manioc, à de rares mutations près, donnera des maniocs identiques. Les maniocs sans nom, eux, sont issus de graines. Malgré une sélection qui a privilégié la multiplication végétative, de nombreuses variétés n'ont pas perdu la capacité de fleurir et de produire des graines viables. Celles-ci, lors du travail de la terre, sont enfouies par le travail des gens et sont aussi enfouies par le travail des fourmis qui consomment une espèce de petit caroncule riche en lipides et enterrent ces graines. Donc je renvoie ici aux travaux de Marianne Elias, Benoît Pujol et autres chercheurs de l'équipe de McKay. Et lorsqu'on ouvrira un nouvel abatis, dans le cadre d'une agriculture sur brûlis, c'est cette ouverture par la lumière et par la chaleur qui déclenchera la germination de ces graines et de nouvelles variétés, de nouveaux morphotypes apparaîtront alors. Comme le manioc est une plante à fécondation croisée, ce sont de nouveaux morphotypes, de nouveaux types variétaux qui apparaîtront. Et ceux-ci sont parfaitement reconnus des agricultrices car ils germent avant que les autres maniocs aient été mis en terre. Donc, de filiation inconnue dans un système patrilinéaire, les variétés sont logiquement dites sans nom ou sans père. Cette dénomination est toutefois transitoire, car si ces caractéristiques sont appréciées, la nouvelle variété sera multipliée et recevra le nom d'une variété morphologiquement proche, ou éventuellement un nouveau nom. On a ici le premier mécanisme d'enrichissement de la diversité qui va jouer de manière cumulative et de manière diversifiante. Il est déclenché à l'échelle locale, mais sur une profondeur temporelle qui, d'après les travaux d'Elias chez les Makushi, peut atteindre 50 ans. C'est-à-dire que 50 ans plus tard, on peut remettre en culture un espace qui avait été occupé près d'un demi-siècle plus tôt et on aura l'apparition de ces nouveaux anciens morphotypes. Mais aussi, comme le formule Pujol, c'est le sol alors qui renferme la mémoire génétique de ces anciens maniocs. Mais comme le commentait Higino Antuyuka du Haut-Rio Negro, transporter des graines dans un endroit inhabité peut aussi être beaucoup plus simple que de transporter des boutures. Et il n'est pas impossible que certaines régions, la diversité présente dans certaines régions, ait été constituée simplement à partir de ce stock de graines. Le deuxième mécanisme est donné par le deuxième mécanisme d'enrichissement est donné par le flux de boutures. La diversité observée dans les différents espaces cultivés, abattis de divers âges ou espaces péridomestiques, résulte d'une intense circulation des boutures et semences au sein du réseau social des agricultrices, des parents, voisins ou connaissances. La densité du réseau mobilisé dans cette circulation va de pair avec l'âge des donas de roça. Avoir de nombreuses variétés cultivées témoigne d'une sociabilité accomplie qui va en s'étendant au cours des histoires de vie. Mais au travers de cette circulation régionale des plantes, qui va de Mitu en Colombie à Manaus ou encore plus au sud, ce ne sont pas seulement des donneurs et receveurs qui sont connectés, mais aussi des lieux parcourus au cours de leurs histoires. Sur ce schéma qui synthétise la circulation, qui formalise la circulation des maniocs dans la région, des plantes cultivées dans la région du Rio Negro, les points les plus importants représentent les agricultrices et les points gris représentent les donneurs, ceci pour l'ensemble des plantes cultivées que nous avons relevées. Et si on s'attache à la circulation ça c'est par région, et si on s'attache à la circulation seulement des maniocs, on voit un réseau beaucoup plus restreint. Ce réseau opère essentiellement
de mère à fille ou de belle-mère à belle-fille. Les maniocs sont donc un bien à transmission intergénérationnelle, alors que les autres plantes circulent plutôt dans un réseau horizontal. Les plantes fruitières, en général, circulent entre hommes et les autres plantes alimentaires entre femmes. La graine ou la bouture est donc un opérateur de relations sociales. Et l'intérêt ou la curiosité pour de nouveaux morphotypes, alliés à un processus continu d'innovation et d'expérimentation, est à l'œuvre dans le maintien de cette diversité élevée. La diversité des maniocs est donc un bien dont la conservation est assurée collectivement, solidairement partagée, et qui est mis en mouvement par un système réticulé sur un mode polycentrique et non hiérarchisé dans un ensemble géographique ouvert, ce qui sous-entend que des maniocs venant d'autres régions, par exemple des variétés améliorées, peuvent être incorporés dans le stock des maniocs dits traditionnels. L'unité significative de gestion de la diversité ne se limite pas à un ensemble de variétés, mais repose sur l'idée d'une collection de variétés, sans cesse renouvelées et adaptées à nos nouvelles conditions écologiques ou à de nouvelles demandes domestiques ou économiques. Il y a une collection de variétés, tout en observant bien que l'usage de ces variétés, et ça c'est une notion qui souvent n'est pas prise en compte, l'usage de ces variétés n'est pas forcément lié à une qualité particulière qui se reflètera dans un aliment donné. C'est l'ensemble qui permet de produire une farine dont les caractéristiques seront relativement homogènes. Et ce qui induit la différence entre les personnes, c'est le savoir-faire dans la transformation de ces maniocs qui sera mis en œuvre pour l'obtention de l'aliment quotidien. Donc, en conclusion de cette première partie, je voudrais noter que la diversité des maniocs relevés dépasse de loin celle qui serait requise pour répondre la diversité des maniocs relevés, excusez-moi, je recommence. La diversité des maniocs relevés dépasse de loin celle qui serait requise pour répondre à la diversité des conditions écologiques, à des problèmes d'ordre phytosanitaire, à l'étalement des récoltes ou encore des qualités organoleptiques recherchées. Ce que des savoirs agrotechniques formés à l'agronomie ou à l'agroécologie considéreraient comme une hyperdiversité, et seulement la diversité engendrée par un ensemble de pratiques et de conceptions de ce qui fait, au regard des agricultrices de cette région, la complétude d'une rosse, de ce qui assure la subsistance, mais aussi la substance de l'existence. Ce qui reste le plus souvent invisible aux yeux des organismes de développement qui maintiennent souvent une vision évolutionniste de l'agriculture est équivalent à cette richesse des pratiques archaïques. Cette richesse de variétés demeure invisible, donc d'un ensemble labile, flexible, qui se font chaque dizaine d'années dans la forêt en ne laissant que quelques traces imperceptibles. Il faudrait passer à un système régi par une occupation permanente du sol et plus récemment par des normes agro-environnementales qui contrôlent la pratique du brûlis, alors que c'est celui-ci qui, associé à des cycles longs de jachère, permet la production et le maintien de cette agrobiodiversité. Je pense qu'en analysant les contextes du développement régional, il y a aussi des opportunités à saisir. L'Amazonie s'urbanise, près de 75% de la population est urbaine. On peut poser la question de qui conservera cette diversité. Mais cette urbanisation peut être aussi l'occasion de renforcer ces agricultures de proximité et une production agricole qui répondrait à des régimes alimentaires diversifiés ou à celle d'une deuxième révolution verte. Cette possibilité est lointaine, mais demeure de l'ordre du possible. À l'autre extrême de ce système régional du Rio Negro se trouvent les institutions de conservation du patrimoine génétique brésilien. Le CNRGEN, le Centre national des ressources génétiques, aujourd'hui dénommé Embrapa, ressources génétiques et biotechnologie, est l'une des 47 unités de l'Embrapa, l'entreprise brésilienne de recherche agronomique qui est située à Brasilia. Il est la principale institution de conservation des ressources phytogénétiques au Brésil. À l'échelle mondiale, il faut bien noter que c'est la 6e institution de conservation après les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Europe. Elle maintient dans son stock 118 000 échantillons de graines appartenant à 300 genres et 700 espèces. Depuis 1976, date de sa création, ce sont 3000 accessions de manioc qui sont conservées en champ, 1000 sous forme in vitro.
2905, un chiffre précis de ces échantillons, ont été collectés entre 1976 et 2000, et seulement une centaine après. Une dizaine de variétés améliorées sont sorties de ces 3000 échantillons sur 30 ans. 2 pour leur qualité nutritionnelle améliorée et les autres pour leur réponse au stress biotique ou abiotique, maladies, sécheresse, etc. Mais que cela soit à l'échelle nationale ou internationale, le modèle de la conservation ex situ montre ses limites. Il est d'un coût élevé, son contenu est mal identifié. En effet, des 6 millions d'échantillons qui sont conservés dans le monde, ce qu'on appelle des accessions, conservés dans les 1500 banques de germoplasme de la planète, on estime qu'environ les 2/3 sont redondants. Il y a un énorme effort financier qui est fait et qui pourrait être mieux ciblé. Et surtout, cette forme de conservation dissocie les plantes cultivées du contexte où elles ont été produites, sélectionnées et continuellement réadaptées à de nouvelles conditions par les agriculteurs locaux. Malgré ceci, malgré cette situation, la conservation ex situ continue à être une des priorités du programme nationaux et internationaux, comme le montre la récente initiative de Svalbard, un immense congélateur naturel où sont entreposés près de 700 000 échantillons de 4000 espèces issues de 231 pays. C'est une initiative récente puisque ce congélateur naturel a été inauguré en 2008. Alors, quelques mots rapides sur le fonctionnement du système de conservation. Il est fondé sur 2 unités. Les banques actives de germoplasme, ce qu'on appelle les BAG, au nombre de 108 pour les distribuer dans les différents États du Brésil. Ces objectifs sont de fournir du matériel pour des échanges et pour de l'amélioration. Et il y a aussi la Colbase, qui est un doublon de sécurité de ces BAG, de ces banques de germoplasme. Les missions générales du Cénargène recouvrent la conservation des ressources phytogénétiques, qu'elles soient ex situ ou in situ. Mais les moyens alloués par le gouvernement à cette dernière, à cette conservation in situ, représentent moins de 10% du financement de la conservation et seulement 3 chercheurs sur les 100 du Cénargène qui se consacrent à la conservation sont impliqués dans la conservation in situ. Cette situation résulte de l'objectif fondamental de l'EMBRAP, qui est d'assurer une modernisation de l'agriculture via la fourniture de semences améliorées. Donc, dans ce processus, la fonction de collecte-conservation est assimilée à celle de la constitution d'un stock de ressources pour l'amélioration et non à une finalité de conservation en tant que telle. Le concept de ressources génétiques évolue aujourd'hui vers la génomique. Excusez-moi, j'ai passé les diapositives. Le concept de ressources génétiques évolue aujourd'hui vers la génomique, voire également le Centre national de ressources génomiques en France, et vers la protéonomique. À l'EMBRAPA, cela s'est concrétisé par un appel d'offres en mai 2001 pour la formation de banques de caractères. Comme en France, ce que Charrier souligne, cette tendance contribue encore à différencier et à isoler et à faire reconnaître au sein de l'institution EMBRAPA une communauté de professionnels hautement spécialisés. Le courant principal va donc dans le sens d'une atomisation et la notion de in situ et ex situ opère en cascade. Chaque ex situ devient l'in situ de la situation précédente. Et la distance avec ce qui a été conservé par les populations locales s'étend considérablement. Donc, dans ce contexte, comment donner une visibilité aux populations productrices de cette diversité convoitée et qui répond à des intérêts nationaux? Une des questions essentielles me semble être celle de la traçabilité du matériel utilisé et du partage des avantages, entendus au sens large et non seulement financier, qui en découlent. Cette traçabilité n'est pas obligatoire dans le cas de l'enregistrement d'un cultivar, d'une variété cultivée, et les normes du ministère de l'Agriculture pour l'enregistrement d'une variété exigent seulement l'application des 3 critères de DHS, distinction, homogénéité et stabilité. Mais cette traçabilité serait aussi à mettre en œuvre dans le cas du matériel qui est consacré à la recherche. Et nous en avons un exemple extrêmement intéressant que je vais aborder maintenant. En 2004, un article publié dans Plant Molecular Biology mentionnait un nouveau type de manioc, la manipuera, appelé aussi mandiocaba, collecté par un chercheur de l'EMBRAPA avant 2000 auprès de populations amérindiennes, et 18 variétés de ce type ont été collectées dans le bas Amazon, le nord-est du Pará et l'Oyapock. Cette nouvelle classe de manioc
ne se prête pas, ce que le chercheur souligne, à la production de farine de manioc. Et on aura bien sûr reconnu la variété cultivée décrite par Frei Cristóvão de Lisboa quelques 400 ans plus tôt. Les premiers tests biochimiques ont révélé que les tubercules de ce type de manioc accumulaient 100 fois plus de sucre libre que les variétés habituelles et qu'ils contenaient aussi des molécules proches du glycogène, qui est un polysaccharide de réserve plutôt caractéristique de cellules animales. Depuis lors, dans ce contexte, les chercheurs de l'Embrapa travaillent sur la caractérisation génétique et moléculaire de ce matériel. Et les enjeux énergétiques autour de ce manioc sont extrêmement prometteurs. La canne à sucre est la principale source d'éthanol comme combustible, ce que tout le monde sait. Or, des restrictions ont été imposées à sa mise en culture en Amazonie. Donc ce manioc interviendrait à point nommé, car il est d'un coût de transformation beaucoup plus réduit que la canne à sucre et que les autres types de manioc, pour la fourniture énergétique de la région nord du pays. Un autre domaine d'application de cette variété serait la fourniture de glycogène pour des laboratoires de biologie moléculaire, qui utilisent aujourd'hui un glycogène de synthèse au coût de production élevé. Cet aspect est toutefois laissé au second plan au vu du potentiel énergétique des variétés. Donc aujourd'hui, un projet d'expérimentation en champ à Roraima a déjà été approuvé par l'Embrapa afin d'identifier les collections de cultures de la plante. La recherche a attiré l'attention du gouvernement chinois qui, en 2008, s'est rendu à l'Embrapa pour proposer une recherche de partenariat sur cette mandiocaba. En 2010, elle a financé une partie de près des 3 millions de dollars nécessaires au séquençage du manioc qui, lui, est prévu sur 5 ans. 3 variétés seront séquencées. La sous-espèce Flabellifolia, considérée comme l'ancêtre des maniocs cultivés. J'ai cité tout à l'heure que le manioc consommé est la variété esculenta, et la sous-espèce esculenta. Ici, c'est la sous-espèce Flabellifolia qui serait séquencée. La mandiocabe, ce manioc d'eau, serait aussi séquencé, et un cultivar commercial chinois, la KU 500. Donc cet exemple montre bien la complexité du débat dans lequel on se situe entre intérêts économiques nationaux et populations locales. En conclusion, comment penser ces rapports entre la conservation ex situ et in situ? À notre avis, je pense, il faudrait réfléchir à une conservation dont le sens serait évidemment non de conserver des ressources génétiques, mais de conserver les conditions nécessaires à l'existence d'une multiplicité de formes de produire. Il faut aussi se dégager de ces deux termes in situ et on-farm qui sont extrêmement marqués par les modalités actuelles de conservation qui ne résolvent pas les problèmes aujourd'hui, et passer à une conservation qu'on pourrait intituler de locale. Cet adjectif porte les mêmes ambiguïtés que dans l'expression population locale, mais elle n'implique pas le regard si marqué d'une institution sur les formes de gestion des populations locales. Selon les termes du fumier, il nous semble qu'il serait aussi essentiel de rendre intelligible à l'échelle nationale à l'ensemble des praticiens de l'agriculture, des chercheurs, des techniciens, le fonctionnement d'agroécosystèmes complexes aménagés par les agriculteurs et de faire reconnaître cette capacité d'expertise des agriculteurs et des agricultrices. Donc, dans un premier temps, de décaler peut-être, c'est à discuter, le centre de l'attention des populations locales vers ce que la société nationale peut voir de ces systèmes agricoles. Et la dernière question posée, qui est réellement une interrogation, est-ce qu'une des fonctions de la conservation, avant de s'attacher à conserver des objets, ces objets que sont les ressources génétiques, ne serait-elle pas d'avoir un système de veille sur les phénomènes d'érosion génétique et agir de manière plus particulière en fonction des contextes locaux? Voilà, je vous remercie.